Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxois. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Michelle Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, est arrivé samedi dernier au terme de 4 jours de visite en terre camerounaise. Pendant son séjour, l'ex-présidente du Chili a eu à s'entretenir avec l'exécutif au plus haut sommet, le législatif représenté par le président de l'Assemblée nationale, les commissions nationales, les organisations de la société civile ainsi que les leaders des partis politiques. Comme il fallait s'y attendre, les leaders des partis politiques de l'opposition ainsi que la société civile n'ont pas manqué l'occasion à eux offerte pour vider leurs chargeurs sur le pouvoir en place. Edith Kabangwala parle d'un Cameroun majoritairement en crise. Pour elle, 7 des 10 régions que compte notre pays sont touchées par un conflit. Elle ne manque pas de faire porter le chapeau à l'armée camerounaise, coupable à son avis d'atteinte grave aux droits de l'homme. Pour Cabral Libi, arrivé 3e lors de la dernière présidentielle, les libertés associatives et syndicales sont systématiquement violées avec l'interdiction des réunions et autres manifestations publiques. Pour l'ancien bâtonnier maître Akeremouna, face à Michelle Bachelet, il va plutôt insister sur la nécessité d'un dialogue immédiat et inclusif, ainsi que la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone et à la suite des manifestations post-élection présidentielle 2018, les manifestations qui ont eu lieu en janvier 2019. Visite de Michelle Bachelet au Cameroun, un rapport très attendu. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Visite de Michelle Bachelet au Cameroun, un rapport très attendu. Je suis en plateau ce soir pour débattre avec Djokopoul. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain Autou. Voilà, vous êtes spécialiste, vous parlez de la communication. Effectivement. C'est bien cela? Effectivement. Communication et les stratégies commerciales. Consultant en communication et stratégie commerciale. Et stratégie commerciale. Bienvenue sur le plateau Equinoxois. Bonsoir. Voilà. En face de vous, Pascal Fomecan. Pascal, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à vous, bonsoir au plateau, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et c'est un plaisir ce soir de venir partager quelque chose à propos de cette grande dame qui est venue dans notre pays ces derniers temps. Pour moi, c'est un plaisir. Bonsoir à tous. Voilà, vous êtes expert en question des droits de l'homme. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ben, je commence avec vous, Pascal Fomecan. Michelle Bachelet, 4 jours au Cameroun. Oui, 4 jours. Droits de l'homme. Ouais. Mais le problème, elle est restée à Yaoundé seulement. Oui, 4 jours. Comment comprendre, Serge, je crois que cela nous amène à une certaine réalité qu'il faut déjà accepter. C'est que, vu de l'extérieur, nous, Camerounais, quelles que soient nos turpitudes, nos difficultés, nous devons comprendre que le Cameroun est vu à travers un homme d'abord. C'est d'abord le président Biya. C'est comme cela que le Cameroun est vu. Maintenant, nous, on est un petit pays. Vu de l'extérieur, c'est pas un grand pays, le Cameroun. Maintenant, vous avez vu, elle a reçu la médaille d'ailleurs à Yaoundé, elle a reçu une médaille d'officier de l'ordre de la valeur du Cameroun. Et elle a rencontré, moi j'ai dit, au-delà de dire 4 jours qu'elle est à Yaoundé, disposée à Yaoundé, elle a rencontré pratiquement toutes les personnalités ressources qu'on devrait rencontrer. Peut-être que j'aurais bien aimé la voir aller dans les zones qui sont en trouble, c'est-à-dire soit dans l'extrême nord, soit au nord-ouest ou bien au sud-ouest. Pour moi, c'est la grande, faut le dire. Et à Maroua, pour moi, c'est une déception. Mais j'ai dit, les personnalités qu'elle a rencontrées, les personnalités ressources de ce pays, telles qu'il faut le dire, elle a rencontré le PAN, elle a rencontré des personnalités de l'opposition, inclus le 3e à la dernière élection présidentielle, dont M. Cabral Libi, oui, le représentant du parti de M. Kamto, il faut le dire, c'est-à-dire voilà, elle a rencontré les personnalités du RDPC,
pratiquement, je crois qu'elle a un peu rencontré ce qui devrait pouvoir lui donner la réalité du pays. Elle a rencontré notre grand patron dans ce pays, c'est-à-dire que le président de la Commission nationale des droits de l'homme, avec qui elle a passé près de 30 minutes, ça c'est considérable. Et je dis, elle a eu déjà un programme très chargé à Yaoundé. Mais comme je l'ai dit encore, le regret c'est qu'elle ait pu descendre. C'est vrai, même descendant sur le terrain, il faut déjà qu'elle aille là où il y a des troubles et qu'elle comprenne vraiment la réalité vivante. Mais encore, je dis toujours aux Camerounais que essayons de comprendre le Cameroun tel que vu de l'extérieur. C'est un petit pays et la personne par qui on passe pour avoir le message, c'est bien le président Biya, qui est là. Pour le moment, dans tous les cas. Il est là et il est bien installé. Voilà. Donc, au fond, il y a cette situation. Michel Bachelet à Yaoundé, est-ce que ça va lui permettre, comme ça, de se faire sa propre religion sur l'état des droits de l'homme au Cameroun, tant décrié ces derniers temps? En fait, l'évidence absolue est que, n'est-ce pas, Michel Bachelet, en tant que fonctionnaire des Nations Unies, ne travaille pas seul. Oui. Déjà, vous devrez savoir qu'elle a un cabinet, c'est toute une machine qui est autour de Michel Bachelet. Vous savez, elle n'arrive au Cameroun en tant qu'enquêteur de l'ONU. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas forcément de descendre sur le terrain et de fouiller minutieusement. Ce que les gens doivent savoir, c'est que lorsqu'un fonctionnaire du calibre de Michel Bachelet se déplace pour un pays comme le Cameroun, un ensemble d'éléments ont déjà été mis en route, c'est-à-dire qu'un ensemble d'enquêtes et un ensemble de fonctionnaires de l'ONU ont déjà eu à travailler sur le terrain, à produire des rapports. Elle ne vient que conclure un certain nombre d'éléments qui ont déjà été préparés en avance. Ok. Sur ce plateau avec nous, il vient de nous retrouver Maître Augustin Gueffard. Bonsoir, Maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, Maître Michel Bachelet, 4 jours au Cameroun. Ça va lui permettre de se faire sa propre religion sur l'état des droits de l'homme au Cameroun? Serge Alain, je suis très flatté de savoir que Mme Michel Bachelet est arrivée au Cameroun. J'ai passé une belle journée parce que j'ai écouté 2 éminents professeurs. Oui. Très tôt le matin, j'ai suivi le professeur Messanga Nyamdim, qui est entré dans les petits secrets de son passage ici et qui a dévoilé 2 choses qui m'ont permis de passer une belle journée. La première des choses, c'est que le professeur a indiqué qu'après son passage, tous les détenus politiques seront libérés. Oui. La deuxième observation, c'est que la situation au Nozo, Boko Haram, nous l'aurons au passé. La joie première que j'ai eue à ce moment, c'est que enfin je pourrais faire un tour aussi sur le Rumsiki, je pourrais visiter Bimbia et être heureux de mon pays. La deuxième personne qui m'a vraiment distillé la vraie joie de la journée, c'est le professeur Maurice Kamto. J'ai lu ces 17 pages de son mot aux compatriotes, hommes et femmes camerounais. Je pense que je n'ai pas le mot suffisant pour réduire sa pensée. Ces 2 personnes m'ont permis de passer une très belle journée. Et c'est au moins l'une des premières conséquences du passage de Mme Michel Bachelet au Cameroun. C'est ce que je peux retenir. Merci. Ok, Edith Kaban, voilà, surtout dans cette rencontre que Michel Bachelet a eue avec certains leaders de l'opposition camerounaise, elle n'est pas allée de main morte. Hein. Elle a brossé la situation des réfugiés, des déplacés internes, et tout ça, il n'a pas manqué. Comme je l'ai dit en l'entame, il y a surtout l'armée qu'elle accuse d'être à l'origine d'un certain nombre d'exactions. Oui, je crois, Serge, il faut déjà admirer la personnalité de cette dame-là, de Kawala pour son pays, son patriotisme, il faut le dire, et la ferveur, l'émotion qu'elle met comme maman déjà dans ses approches. Je crois que j'ai marié beaucoup de points de vue dans son approche et les différents points qu'elle a développés justement pour résoudre les points de la crise, les problèmes de la crise au Cameroun, qui sont en fait des points qui sont développés un peu depuis par toute l'opposition. Il faut le dire déjà, elle n'a pas apporté vraiment quelque chose de nouveau, mais il faut le dire qu'elle a profité de l'occasion peut-être pour aller encore plus en profondeur. Moi, je crois que c'est beaucoup de courage. Et c'est admirable dans la situation que nous vivons pour le moment. Et du point de vue des droits de l'homme, il faut comprendre une chose fondamentale, que cette dame avait l'expérience qu'elle a dans le passé, parce qu'il faut dire qu'elle a vécu déjà ces problèmes-là. Même les prisons. Elle a passé quand elle était toute petite avec son papa, sous Pinochet, au Chili. Donc elle a une réalité, elle a une compréhension
de nos problèmes profonds. Mais j'ai dit, les Camerounais, malgré tout l'espoir que la visite de cette dame nous montre au Cameroun, nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre une chose certaine. Je dis et j'insiste encore que le pays n'est pas, point de vue de l'extérieur, visionné comme un pays sans direction. Il est visionné à travers M. Biya. Nous devrons peut-être nous regrouper pour voir ce grand pas qu'il a aligné, parce que pour moi, cette dame l'a rencontré toutes les personnalités ressources. C'était un point positif. Et vraiment, j'ai eu un gros sourire quand j'ai lu le nombre et j'ai vu toute la classe sans distinction qu'elle a rencontrée actuellement. Et comme peut-être mon co-panéliste l'a dit tout à l'heure, il faut dire que c'est toute une machine. Les droits de l'homme, c'est quoi fondamentalement? C'est qu'il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit homme. Dans une guerre, il n'y a pas un qui gagne, il n'y en a pas un qui perd. Je prendrai peut-être l'exemple avant de chuter, Serge, pour te dire, c'est justement dans le cas de Douala où nous trouvons, vous allez voir que dans cette ville, le Benskin qui monte sur la moto, il est autant important que le bonhomme qui est dans la Houm s'il veut créer les désordres. Ah oui, je vous l'ai dit. Et maintenant, avec la réalité des réseaux sociaux, je dis, dans une société, les droits de l'homme, fondamentalement, c'est comprendre que tout le monde est important. Et dans le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui est notre problème central? En ce moment, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Donc, je dis vraiment central. Pour parler de cela, c'est déjà un point très important. Voilà, il faut souligner comme ça que l'armée camerounaise, c'est une armée professionnelle. Et comme dans tous les corps, il peut y avoir des brebis galeuses. Donc, on ne va pas jeter l'anathème sur l'ensemble de forces de défense et de sécurité. Jonathan Batengene, vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, mais vous allez permettre que je salue aussi nos frères qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, heureusement, parce que là, on n'a pas de temps à perdre. I greet you, everybody there in northwest and southwest, and tell you, we are together for this fight. We fight for the Cameroon, we fight for our country. I know that you are now desperate on what you are doing, but notice that we, Francophone, we are not leaving you alone. No, we are doing our part of the job. And we want you to join us into this fight, not by taking the arms, but by taking your vote to make our country proud again. Okay. Not great again. Voilà. Jonathan Batengene, Michel Bachelet a rencontré un certain nombre d'acteurs dans l'exécutif, le président de la République l'a reçu, dans le législatif, le président de l'Assemblée nationale, le président de la Commission des droits de l'homme, toutes les autres commissions, Mafani Msongue et Fayengo Francis, et surtout cette rencontre avec les leaders de l'opposition qui, comme je l'ai dit, n'ont pas hésité à donner le véritable diagnostic de la situation sociopolitique au Cameroun. Comment vous avez accueilli cette initiative? Elle repart avec une idée réelle de ce qui se passe au Cameroun, Michel Bachelet? Oui, Michel Bachelet repart avec une image vraie du Cameroun. Maintenant, ce qu'elle sait du Cameroun représente la somme des intérêts qui sont en confrontation au Cameroun. Parce que j'aimerais rappeler que les leaders d'opinion, qui sont parfois les leaders politiques et les leaders de la société civile, ne sont pas que porteurs de l'image du Cameroun en tant qu'une image neutre. C'est une image qui est très porteuse d'intérêts et des intérêts que eux ils défendent. Aujourd'hui, en quittant le Cameroun, Michel Bachelet sait quelles sont les forces en présence, quelle est la prégnance de chaque force. Quand je parle de prégnance, c'est-à-dire son taux de représentativité. Parce que c'est là-dessus que s'appuie, en dernier ressort, son jugement. Où se trouve aujourd'hui la balance? De quel côté on a un plus grand poids? C'est à ça qu'on va s'attendre dans son rapport. Comment est-ce qu'elle aura analysé? Et justement sur ce rapport, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Michel Bachelet, Yaoundé n'est pas allé dans les zones en conflit. Les zones en conflit. Pour toucher la réalité du doigt. Parlant des zones en conflit. Parce que Djoko Paul dit que bon, c'est vrai, des gens ont travaillé en amont. Elle n'a pas forcément pour lui, elle n'avait pas forcément besoin d'aller dans ces zones qui sont en conflit. L'avantage avec Michel Bachelet, c'est que c'est une femme politique. Oui. On n'a pas affaire avec un fonctionnaire de carrière qui, dans sa carrière administrative, n'a fait que côtoyer des rapports
et s'est fondée sur les rapports pour donner un verdict. C'est une dame qui a fait le terrain. Eh bien, quand un homme politique, vous savez, elle a insisté, j'ai pas été, mais ceux qui ont été nous ont rappelé, et puis j'ai vu une vidéo de l'événement, elle a insisté sur le fait qu'elle les comprend, elle comprend bien ce qu'ils sont en train de dire. Ça veut dire qu'elle a su se mettre aussi à la place de chacun. Okay. Mais aussi qu'elle sait une chose. À chaque étape, ou bien selon les acteurs, on a un certain type de pesanteur. Et elle sait prendre chaque élément dans son contexte. Okay. Maintenant, je crois que c'était le meilleur acteur qu'on pouvait avoir. En plus, elle vient d'un pays du Sud. Oui. Un pays du Sud, c'est-à-dire qu'elle connaît les rapports disproportionnés qui existent, ou bien de dépendance qui existent avec les anciennes colonies. Elle connaît aussi le poids de ces rapports dans la géopolitique mondiale. À ce niveau, on se dit, ça doit être le meilleur profil qu'on a dû recevoir sur notre territoire. Et pour terminer, c'est une dame qui a exercé dans un pays et qui a cédé le pouvoir. Oui. C'est très important. Oui. Elle connaît aussi quelles sont les pesanteurs de l'alternance. Parce que nous voyons pas seulement l'alternance du point de vue de l'élection où un candidat sortant laisse la place à un autre. Il y a d'autres tractations en interne qui se passent. Okay. Et elle sait très bien de quoi il en ressort. Donc on a là le meilleur interlocuteur qu'on aurait dû avoir pour la situation que nous vivons actuellement. Maître Ngefag, est-ce que, appelons ça la méthode Bachelet, c'est-à-dire qu'elle est venue au Cameroun, contrairement aux parlementaires européens, parce que c'est même le gouvernement camerounais, à travers les sorties du ministre de la Communication, invitait les parlementaires européens à venir s'imprégner de la situation sur place. Est-ce qu'il y a un champ, les deux méthodes, pour vous? Les deux méthodes se complètent. Oui. Je veux dire que, pour être explicite, ne perdons pas de vue que toutes ces institutions sont d'office représentées au Cameroun. Oui. Et chaque institution a déjà dressé son rapport, palpé du doigt ce qui se passe. Oui. Elle l'a lu à travers ses propres réseaux. Et de deux, ne perdons pas de vue que si elle n'arrivait pas ici... Est-ce qu'elle était obligée de venir au Cameroun, Maître Ngefag? Elle était obligée de venir au regard de son sens élevé de l'humanisme. Oui. C'est une femme de cœur. Elle est venue, elle a vu, elle est repartie. Et si on s'en tient seulement à ce petit constat, les trois petites décisions révélées ce matin par le professeur Messanga Nyamdi et le professeur Maurice Kamto démontrent que sa venue était importante. Parce que rien qu'à son petit passage, les détenus politiques seront libérés, le dialogue inclusif sera là, et puis les textes qui organisent les différentes élections seront toilettés, de commun accord avec toutes les parties prenantes. Je pense que sans même qu'elle prenne quelques décisions, sans même qu'elle rende compte à ses pairs, le Cameroun comprend déjà la nécessité ou bien l'importance de sa venue. C'est sur ce plan que je peux dire que nous avons là gagné, donc là avec sa venue au Cameroun. C'est votre avis, Pascal Fomokon? Oui, On a beaucoup gagné avec les 4 jours de visite de Michel Bachelet au Cameroun. Will you permit me to carry on in English as well? Go ahead. Because really, it's really wonderful. For me, it's I think that the breakthrough is coming through at this time with the visit of this lady in Cameroon, and we have to keep our hopes hot in this coming of the lady. Because this lady represents a lot for us. Just as my co-panelist just said, first, she comes from the kind of situation that she understands, Cameroon, because she has lived it in her own country. She's from the south, countries from the south. She understands the situation. Now, why so much hopes are behind the visit of this lady? Because she is coming, and she came and met all the representatives of all the representatives in Cameroon. That is very important. Behind this issue, she missed to meet nobody. I remember when I read about all what Mr. Cabral Libi told us, I said, this is wonderful. See, this lady knows exactly what is going on in this camp. Now, we are waiting for a report. At the same time, I just want to invite you, my brothers, to understand that let us not sit
and see like there's a panel somewhere where people just sit down and they can decide that Cameroon is going to go left or right. No, we Cameroonians, we are the one to settle our issues. This lady is mostly there to help us with that report, but let us know that we should be the one to handle it. You know, so the weapons going on the field, I'm not there to accuse whether the Amba boys or whether the army. This is not the best point at the moment. I don't think we should be at that situation at the moment. The most important is to see how to take our country now ahead. Yes. With such an experienced lady who came, as my co-panel just said again, emotion, as the barrister just said, she's a woman of love, of emotion. And you see, biblically, I like always to come back to the Bible. The Bible says you should know the truth, and the truth should set you free. Now, if that woman came and she gathered enough documents, enough information to go back and say, this is how we shall go. And that woman knows about the origin. Since 1961, she knows what the United Nations talk in Cameroon, was in Cameroon. So let's sit down, have hopes, not think that weapons can settle any problem. No weapon has ever settled any problem. Let us go out to have deaths and school burn and all this. So just to learn, Serge, I will say it is enough. Our country has enough to shine and bring even Africa to admiration. So let us go in that direction. Donc, Paul, vous partagez l'optimisme qu'il y a sur ce plateau après la visite de Michel Bachelet? Je pense que nous devons éviter d'être très sibyllins. Oui. Vous savez, le sang de toute entreprise, de toute structure, c'est l'information. C'est-à-dire l'information est la base de l'évolution de toute structure. Ce que Michel Bachelet, en fait, certains gens croient que c'est la panacée idéale qui doit permettre au Cameroun, n'est-ce pas, de changer de situation. Vous savez, ceci n'est pour nous qu'un point rouge. Et c'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent changer cette situation. Michel Bachelet n'est pas... C'est-à-dire que l'ONU, il faudrait vous poser la question. Elle est en train... qui a intérêt à la cause? Vous savez, l'ONU ou l'Union européenne défendent généralement des intérêts de puissance. Si Michel Bachelet arrive au Cameroun, ce n'est pas forcément, c'est un préalable à un certain nombre de choses qui sont déjà en train d'être déroulées. Quand vous allez voir les rapports de Human Rights Watch, vous allez voir les rapports de la Commission européenne, vous allez voir les rapports de l'International Crisis Group, vous verrez que tout va dans un seul sens. Michel Bachelet n'est pas en mission humanitaire. Il faudrait pas que les Camerounais se trompent. Elle n'est pas en mission humanitaire. C'est-à-dire que elle n'est pas le secrétaire général de l'ONU. Elle n'est qu'un instrument, de l'ONU. Et il faudrait savoir que... Instrument du système des Nations Unies. Un instrument du système des Nations Unies, effectivement. Il faudrait donc que nous sachions qu'avant que certaines décisions ne soient prises, il y a un certain nombre de préalables qui sont mis en route. Pour vous dire, ok, vous avez franchi telle étape, il faudrait que vous puissiez, n'est-ce pas, vous ressaisir. Vous savez, la situation qui prévaut au Cameroun est une situation, si nous lui prenons garde, elle va nous échapper. Et vous savez, si d'un côté le gouvernement résiste à certaines choses qui sont en train de se préparer, nous pouvons nous retrouver dans une situation de chaos total. Si de notre côté l'opposition pousse autant qu'elle est en train de pousser, nous pouvons à un moment nous trouver sous une domination totale. Parce que vous savez, les États n'ont pas d'amis. Si vous ne pouvez pas si vous ne pouvez pas vous-même vous structurer, vous défendre, n'attendez pas quelqu'un d'autre viendra vous défendre. Michel Bachelet défendra jamais le Cameroun. Elle va défendre, que vous le voulez ou non, les intérêts de ses commanditaires. Ok, Jonathan Batengene, on a vu ces leaders de l'opposition ainsi que certains des organisations de la société civile se défouler, tout simplement parce que depuis, pour un peu aller contre l'autisme de l'État, parce que c'est tout le monde, depuis un certain nombre d'années, qu'on demande ce dialogue inclusif. Donc vous comprenez l'attitude des leaders de l'opposition face à Michel Bachelet? Bon, je vais parler pas d'un dialogue inclusif. Parce que parler du dialogue inclusif, ça veut dire qu'on va ouvrir, un peu comme avec les gilets jaunes, un dialogue avec toutes les parties. C'est vrai que... Mais c'est ce qu'on demande depuis. Oui. Le leader Cabral Libé, dans du mouvement 11 millions, a parlé d'intégrer tous les autres acteurs, même de la société civile. Maintenant, s'il était proposé, aujourd'hui, le Cameroun vit un système de crise généralisé. Et quand vous regardez le système de dialogues inclusifs,
c'est contre-productif avec tout État qui, dans notre situation, l'a adopté. Contre-productif. Je prendrai le cas du Congo. Le Congo a eu sa conférence nationale souveraine. On connaît la suite. Non, il y a eu des crises. Non, mais Jonathan, on ne va pas comparer. Non, vous pouvez pas prendre ça. C'est Jalin. L'histoire est un mécanisme Jonathan. Par lequel on se comprend. Vous voulez répondre à Jonathan, du coup? On adopte les bonnes vous allez lui répondre. On l'écoute Ce d'abord. que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est avoir un dialogue sectoriel. Dans chaque secteur. Ce n'est pas trop lourd? Ça peut sembler très lourd. Par contre, les dialogues sectoriels, que ce soit en Afrique ou ailleurs, c'est ce qui marche le mieux. Il faut avoir un dialogue sectoriel et dans chaque secteur, ouvrir avec des acteurs précis un dialogue sur les thèmes qui seront définis par ceux qui comprennent bien ce secteur. Ça va permettre, parce que même notre politique nationale, pour la décliner, la Banque mondiale nous a obligés d'avoir un DSRP qui est devenu le DSCE. Et dans le DSCE, on a découpé nos politiques publiques en secteurs. Ça veut dire que même de l'entendement de ces bailleurs de fonds internationaux, la meilleure approche est sectorielle. Et nous voyons que l'impact, quand les politiques sont sectorielles, est beaucoup plus palpable que lorsque on y va dans tous les sens. Aujourd'hui, il faut ouvrir un dialogue sectoriel. Les corporations qui avaient ouvert le débat dans le sud-ouest et le nord-ouest doivent être entendues. Et on doit discuter de manière à aboutir à un compromis, à un pacte social dans ce secteur. On prend un autre secteur et on y va progressivement. Ça fait qu'en face, on a effectivement un responsable vers qui on est capable de regarder dans le suivi de la feuille de route. Et celui qui devient le garant de cette approche multisectorielle, ce serait donc maintenant le président en dernier recours. Si nous ouvrons, et je prends l'exemple, je le répète, les dialogues dits inclusifs débouchent nécessairement, lorsque vous prenez l'histoire des démocraties africaines, sur des crises. Et ces crises débouchent sur des guerres. Les dialogues inclusifs... Ici, c'est un conflit armé. Effectivement, pas comme les Ivoiriens ont essayé le dialogue inclusif, ça n'a pas marché. Nous ne pouvons pas prendre des solutions qui ne marchent pas. Non, parce que ça plaît à certaines personnes de dire pas comparer cette période. Inclusif. Les gens avaient besoin, c'était un besoin de changement. La démocratie, le vent de l'Est. Serge Alain. Il fallait remettre les institutions sur pied. Les Camerounais Ce n'est pas la même chose, Jonathan. Les Camerounais veulent voir des changements palpables dans leur quotidien. Les Camerounais veulent voir que dans tel domaine, voilà ce qu'on adopte pour résoudre nos problèmes. En quoi le dialogue inclusif est mauvais? Le dialogue inclusif en lui-même n'est pas mauvais. Oui. Je parle de l'histoire. L'histoire n'a pas besoin de savoir si c'est bon ou mauvais. L'histoire nous donne ses leçons. Vous parlez de l'histoire du Congo. Si nous ouvrons le dialogue inclusif, l'un des inconvénients dans le dialogue inclusif, c'est qu'à la table, on a presque tous les problèmes qui sont mis sur dans l'agenda. Et tout le monde vient parler de toutes ces choses. Et chacun pense que tel problème devrait être prioritaire. Or, dans un dialogue sectoriel, les gens sont focalisés uniquement aux problématiques de leur secteur. Et les solutions qu'on apporte touchent essentiellement à ce secteur. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin d'élargir la poche de dialogue, c'est-à-dire avoir les organisations de la société civile. Seulement, il faudrait que cela se passe dans un dialogue sectoriel. Merci, Jonathan. D'abord, il a demandé la parole en premier. Paul, allez-y. Oui, mais effectivement, je pense que si nous devons convoquer l'histoire, nous pensons que le meilleur dialogue inclusif qui s'est passé au Cameroun, c'était dans les années 91, je crois, avec la tripartite. La tripartite. Voilà. Qui a donné naissance à l'actuelle constitution. La tripartite, avec les résolutions de la tripartite, était vraiment exceptionnelle. La difficulté réside dans l'application effective et la bonne volonté qui émane de ce dialogue. Notre pays est à une phase de son évolution, à une phase de son développement. Vous savez, chaque pays passe par un certain nombre d'étapes. Nous sommes à une étape de notre évolution.
Et cette étape est une étape fondamentale. Nous devons exploiter cette étape, n'est-ce pas, pour recréer la nation camerounaise, pour recréer l'État camerounais. Si nous allons parler des dialogues sectoriels, c'est beaucoup trop lourd. Vous comprenez, c'est beaucoup trop lourd de passer de secteur par secteur, parce que je vous dis, lorsqu'en 91, les gens sont réunis après les villes mortes, mais c'était presque une guerre civile. Je pense que c'était beaucoup plus grave que ce qui se passe dans le nord-ouest. Bon, quand les gens sont réunis, ils ont ramené... C'était beaucoup... Le Cameroun était paralysé pendant presque un an. Complètement paralysé, l'ensemble du Cameroun, ce n'était même pas seulement une ou deux zones. Donc aujourd'hui, je pense que le Cameroun a besoin d'avoir un dialogue inclusif qui, n'est-ce pas, rassemble l'ensemble des forces vives du Cameroun pour qu'on essaye de réfléchir sur comment repenser notre pays. Aujourd'hui, je pense que le problème n'est pas forcément de résoudre... Nous avons un problème de justice sociale, nous avons un problème, n'est-ce pas, d'ordonnancement du pouvoir, de liberté entre les différents pouvoirs, c'est-à-dire que les trois pouvoirs puissent, n'est-ce pas, être rationalisés, être libres, se contrôler. Nous avons un problème de liberté publique. Bon, les problèmes sont recensés et nous connaissons quels sont les problèmes qui peuvent être résolus pour que ce pays puisse avancer. Pascal Fonko. Oui, Serge, je crois que je ne serai pas complètement contre la façon d'attaquer de Jonathan. Il faut le dire, parce que si déjà la volonté est ce dialogue, moi c'est déjà un gros point de réussite. Maintenant, son problème c'est quel dialogue exactement? Est-ce que c'est un dialogue inclusif ou bien c'est un dialogue sectoriel tel qu'il le dit? Moi je dis, quelle est la manière la plus simple de sortir des solutions qui peuvent changer la vie de tous les jours des Camerounais? Lui, il a posé la question. Maintenant, j'ai dit, quelle est la manière la plus lourde? Attention, dialogue inclusif. En fait, je pense que nous avons des problèmes concrets à résoudre. Des problèmes, premièrement, de justice sociale. Il faut les résoudre. C'est-à-dire que des problèmes lors des élections. Et je crois que nous ne devons pas comprendre, comme a dit tout à l'heure... Je crois il faut que aussi nous les Camerounais qu'on sache qu'on est en train de construire notre histoire. C'est pas en 2 jours qu'on fait de la perfection. Ça prend son temps. Maintenant que si nous sommes d'accord sur le dialogue, comment on le fait? Nous avons en ce moment un problème précis d'abord, que quel que soit le cas, nous devons d'abord résoudre. Nous avons une partie de nos frères qui sont en train de mourir. C'est encore ce matin que j'ai reçu dans mes bureaux un avocat qui est là, qui est venu, ils appellent ça en anglais maintenant ID, je crois, Internally Displaced Person. IDP. Voilà. Il est là avec toute sa famille. Internal Displaced Person. Voilà, IDP. Alors, j'ai dit, il est là avec sa femme, il est là avec son épouse et les enfants. Il y a des problèmes réels et concrets d'abord qu'il faut résoudre. Parce qu'un dialogue inclusif, déjà que vous avez une partie avec le temps que la crise a pris, qui ne veulent même plus parler. Dialoguer. Ça, c'est déjà, il faut comprendre. Et c'est une réalité. Ça, c'est du réel. Je ne parle pas de juger. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Il y en a qui ont vu leurs parents partir devant leurs yeux. Vous dites qu'ils ne veulent plus. C'est peut-être parce que ça a mis du temps à être résolu. Ils n'ont pas été écoutés dès le départ. Ils n'ont pas été écoutés. Nous soyons réalistes, Serge. Quand les anglophones et les francophones, parce qu'il faut le retenir, se retrouvent ensemble, les anglophones viennent vers les francophones, à la base parce qu'il y avait de l'amour. Ils aimaient, ils ont voulu être avec leurs frères. Les francophones aussi allaient vers les anglophones. Voilà. Alors, il y avait de l'amour. Alors, subitement, vous avez un bon pourcentage des anglophones qui pensent que les francophones ne nous aiment pas. Il a vu de ses yeux des frères. Pour lui, c'est les francophones qu'il voit. Ils ne nous aiment pas. Il a vu ses fils, il a vu ses parents aller vers la forêt. Je me rappelle mon pasteur, ça m'a fait mal, ce bonhomme qui a perdu ses parents et il ne pouvait même pas se déplacer. Voilà quelqu'un, vous imaginez un peu votre maman, vous avez vécu un peu toute la vie là, en préparant quand ma maman va partir, voilà ce que je vais faire. Ça existe dans chaque être humain. Alors subitement, il ne peut même pas aller à son enterrement. Vous imaginez un peu, il y en a des milliers de cas comme cela. Ça, c'est des réalités. Alors, il faut déjà se poser la question actuellement. Le dialogue déjà, il y en a parmi ces gars du nord-ouest et du sud-ouest qui ne veulent même plus parler du... Il faut déjà résoudre ce gros problème. Il y a des cas précis à résoudre dans ce dialogue. Donc je dis, s'il y a déjà la volonté de dialogue, et il ne faut pas dire qu'il y a un petit, comme je l'ai dit tout à l'heure, du côté des droits de l'homme, les droits de l'homme concernent que nous sommes tous égaux. Ce qui est vrai. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Parce que si vous parliez même de gagnant aujourd'hui, permettez-moi de le dire, Serge, je dis, les Ambas sont en train de gagner la guerre. Il faut le dire les choses.
Parce que ces gars ne sont jamais venus. Comment ça? Pour aller... Ah oui, je vous l'ai dit. Ils ne sont jamais venus parce qu'ils voulaient aller occuper la chaise de M. Biya Yaoundé. Ils ne sont jamais entrés en guerre sociale. Ils sont entrés discréditer la personnalité gouvernementale, les autorités. Et ils sont en train de réussir dans ce sens-là. Vous comprenez un peu? Ils sont allés, je voyais encore dans les réseaux sociaux, ces 3 femmes qui ont été malmenées par des policiers parce qu'ils sont allés défiler le premier. Alors vous croyez que prochainement ils vont défiler? Ils ne vont pas défiler. Et cela va aller dessus. Donc j'ai dit, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est vrai, si tu me permets de chuter, je vais dire aussi une chose, Alain. Il y a des vérités aussi que j'invite mes frères de l'autre côté à comprendre. Il n'y a jamais eu un pays dans le monde. Même si on me dit en Colombie, on a eu des Kenyans, pas un pays, un seul pays dans le monde, où l'armée régulière a accepté de baisser les bras. Parce que vous perdez tout. Où est le pays alors? Où est le drapeau? Accepter de baisser les bras pour dire que, ok, les révolutionnaires ou bien les sécessionnistes ont gagné. Il n'y a pas. Ça, c'est déjà une vérité que nous devons comprendre et accepter. Et partant de cela, avec l'arrivée de Mme Bachelet, j'ai dit, ça c'est une occasion où on se regarde les yeux dans les yeux. On dit, mon frère, comment on peut faire pour avancer et se pardonner? Parce que c'est le gros mot qu'il faudra voir. Se pardonner. Moi, je dis se pardonner parce que, tu me permets de le dire aussi, Serge, pour chuter, j'ai retenu 2 choses. Quand M. Biya, quand le président de ce pays a prêté serment, après ces nouvelles élections. 2 choses essentielles. Il a reconnu que les anglophones avaient des frustrations. Ça ne s'était jamais fait avant. Il a reconnu aussi que le marche au début était des revendications corporatives. Si vous avez suivi le discours, rentrez dans le discours, vous allez le voir. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas reconnues avant. Et moi, je dis c'était là un grand pas. Avec l'arrivée maintenant de Mme Bachelet, j'ai dit, chacun reconnaissant, parce que ça peut arriver, nous devons reconnaître qu'on n'est pas parfait. Il n'y a pas d'ange. Parce qu'il y en a beaucoup qui passent sur les plateaux, qui passent dans les réseaux sociaux, pour mettre M. Kanto parfait, M. Biya parfait, Kaba Libi parfait. Non, il n'y a pas d'ange. Et là, cette femme vient, comme tout à l'heure, il a encore tellement si bien développé. Cette femme vient, elle va sortir des rapports. C'est à nous de résoudre nos problèmes. Les yeux dans les yeux, il n'y a aucun Dieu qui va descendre pour résoudre. Ok. C'est nous qui devons le résoudre. Maître Ngefak, à côté de ce problème de dialogue inclusif, comme demande Maître Keremouna, il y a la libération de toutes les personnes incarcérées dans le cadre de cette crise, ainsi que un autre problème, ce caillou dans la chaussure du Cameroun, les personnes qu'on a arrêtées après les marches du 26 janvier. C'est Jalin. Moi, je vais faire quelques petites observations relativement à la peur qui habite le copanéliste Paul Zoku. Oui. Je vais lui dire quelque chose de très simple. Évitons les gros mots que les autres ne vont pas comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait peur? Mon cher Paul, si demain matin, au réveil, nous apprenons que le président de la République, même par délégation de pouvoir, a libéré tous les détenus politiques, est-ce que vous ne serez pas fiers? L'ingénieur m'a indiqué, c'est pas fier. Si nous apprenons que le faisant, il a constitué, il a finalement accepté la commission du cardinal Toumi pour initier les démarches en vue de désarmement, est-ce que nous ne serons pas fiers? Si nous apprenons que la démobilisation est totale et qu'il y a un plan de réinsertion pour les combattants, vous verrez que les casses seront derrière nous. La peur ne doit pas nous habiter et les petits problèmes. Vous savez, quand c'est déjà cassé, on ne peut plus tout ramasser. Essayons seulement de polir. Moi, j'ai espoir, je crois, je sais que le dialogue est inclusif. En réalité, pour moi, qu'est-ce que je mets dans le dialogue inclusif? C'est un dialogue sans tabou. Nous nous regardons en frères, en sœurs. Chacun dit à l'autre poliment, gentiment ce qu'il pense, sans arrogance, sans super intelligence. Et puis ensemble, nous trouvons des solutions. Il s'agit de cela. Pour moi, nous sommes sur la bonne voie. Pour moi, Michel Bachelet, elle est venue. C'est le signe déclencheur. En tout cas, moi, je crois au petit secret du professeur Messanga Nyamdim. Merci. Toko, je pense que mon co-panéliste ne m'a peut-être pas très bien suivi. Peut-être. Je ne dégage aucune peur. Okay. J'analyse froidement. Vous comprenez, je ne me laisse pas emporter par l'émotion. J'évite de me laisser emporter par l'émotion. Vous savez, des déclarations du professeur Messanga Nyamdim, comme vous le dites, n'engagent que le professeur Messanga Nyamdim. Tenons-nous-en au fait. Quels sont les faits? And what next? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est-à-dire, en dehors des déclarations,
Le professeur Messanga Yamdia a quel pouvoir pour enclencher la libération de ceux qui sont détenus? Il a quel pouvoir? Peut-être qu'il est bien informé. L'information, elle est encore sujet à caution, parce que est-ce que c'est une information vérifiée? L'information n'est vérifiée que lorsque le fait s'accomplit. Moi, je voudrais avoir l'analyse quand même de quelqu'un d'averti. Vous savez, je vous dis, notre pays est à un moment de son histoire. Et c'est à nous de bien négocier ce moment. Personne ne viendra libérer le Cameroun en dehors des Camerounais eux-mêmes, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition. Parce que je vous dis, l'ONU n'est pas l'ami d'un État. Regardez ce qui se passe au Congo. Tirez-en une leçon. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. Vous allez en tirer une leçon. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'ONU a pris les armes contre le gouvernement Gbagbo. Tirez-en une leçon. Ils sont là pour défendre les intérêts de ce qui est important pour eux. Les résolutions de l'ONU qui ont ravagé la Libye, qui ont ravagé l'Irak. Je vous dis, aujourd'hui, ça c'est des sonnettes d'alarme. Le Cameroun n'est pas... Aujourd'hui, bon, pour les États-Unis, par exemple, le Cameroun représente... Le Golfe de Guinée représente 30% du pétrole américain. C'est beaucoup d'intérêt. Le Cameroun a signé les accords d'APE avec l'Union européenne. Ils représentent beaucoup d'intérêt par rapport à l'Union européenne. Ils doivent défendre leurs intérêts. Et ne croyez pas que la libération vient. C'est à nous de comprendre. C'est au gouvernement et aux Camerounais de comprendre qu'aujourd'hui, si nous laissons le loup entrer dans la bergerie, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer après. Ça, je le dis de manière sincère. Aujourd'hui, nous devons dialoguer. Nous sommes devant l'impétueux. C'est-à-dire, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Il faut que les Camerounais dialoguent. Que ce soit le gouvernement qui initie, ou que ce soit, je ne sais pas, l'Église, il faudrait qu'on se comprenne. Dans les réseaux sociaux, ou bien dans les chaînes de télévision, tout le monde passe, et chacun dit aujourd'hui, bon, il y en a qui soutiennent le gouvernement, il y en a qui soutiennent l'opposition, chacun dit ce qu'il pense, et je pense qu'il y a beaucoup de désinformation dans ce qu'on raconte. Jonathan Bateguene, toujours par rapport à cette rencontre avec les leaders de l'opposition et certains leaders de la société civile, le docteur Justine Difo, présidente de l'ONG More Women in Politics, a dit comme ça à Michel Bachelet, elle a fait comprendre que beaucoup d'organisations internationales qui interviennent entre guillemets dans ce conflit, on va le dire comme ça, n'ont jamais interpellé véritablement les sécessionnistes, leur demandant de déposer les armes. Oui, il y a un parti pris. C'est tout à fait observable. Quand vous voyez comment les organisations internationales jusqu'à présent se comportent, c'est comme s'il y avait les anges sécessionnistes et les diables armés régulières. Oui. Or, c'est une vision tout à fait tronquée de la réalité. Vous comprenez les sorties, leur temps du ministre Tiroma, maintenant c'est le ministre Sadi, qui disent que les rapports sont toujours déséquilibrés, le ministre, empreints de partialité. Oui, mais le ministre, lui, défend. Moi, je pose ça sur le contexte des conservateurs. Le ministre défend non pas seulement le Cameroun, mais aussi un régime. Donc, il ne faut pas seulement voir dans son discours la défense du Cameroun, il y a aussi la défense du régime. Les organisations internationales, elles arrivent via un certain type d'intermédiaires qui les introduisent sur le territoire et leur proposent des rapports. Et c'est ces rapports qui leur servent de base que nous utilisons ou bien que nous voyons utiliser dans les conférences internationales. La perception dont elles servent sont les perceptions qui ne sont pas dénuées d'intérêt. Je parle d'intérêt dans un double sens. Que ce soit pour l'organisation elle-même qui sollicite l'information, que ce soit pour celle qui délivre l'information. Vous savez que cette information est achetée via un financement. Donc, ceux qui produisent l'information sont parfois obligés de donner une information qui correspond à ce qu'on leur a demandé. Parce que autrement, ils ne vont plus avoir leur financement. C'est de ça aussi qu'il est question. C'est donc un jeu qui se passe au plan international, mais j'aimerais revenir là-dessus sur les arguments que tout à l'heure mon copanéliste a avancé. L'ONU n'est pas un instrument à la solde des puissants, contrairement à ce que beaucoup pensent. L'ONU est une organisation,
Maintenant, dans toute organisation, il y a des failles. Ces failles sont dans le jeu des règles. Comment chacun utilise les règles à son avantage. C'est dans ce jeu-là que certaines puissances et certaines multinationales profitent pour glisser leurs intérêts dans les résolutions qui sont prises. Madame Bachelet, il ne faut pas simplifier. J'ai lu Histoire générale de l'Afrique. C'est un livre qui parle de notre histoire. Dans cet tome, Joseph Kizerbo a pesé de tout son poids. Donc je crois qu'il y a des individus qui peuvent peser de tout leur poids pour amener une organisation à une certaine objectivité. Maintenant, cette dame, quand elle dit « je vous comprends », il ne faut pas aussi simplifier. Il ne faut pas se dire que cette dame, parce que on a je comprends votre douleur. Effectivement. Il ne faut pas se dire que parce qu'elle est venue sous le mandat de l'ONU, elle est comme tous ceux que l'ONU a envoyés. Cette dame doit aussi, on a le bénéfice du doute, on doit lui accorder un certain crédit jusqu'à ce qu'elle nous prouve qu'elle n'a pas pu rester impartiale. Il faut qu'elle joue sa carte à fond. Et moi, je lui fais davantage confiance du fait qu'elle vient d'un pays du Sud. Ce n'est pas à négliger. Quand elle vient d'un pays du Sud, elle sent qu'elle a aussi une responsabilité. Le Chili a souvent fait partie des pays d'avant-garde aux Nations Unies dans la défense des intérêts du Sud. Donc cette dame peut nous apporter beaucoup de choses. Maintenant, il y a plutôt quelque chose à craindre. Quand je prenais le cas du ministre tout à l'heure, ceux qui sont aux commandes croient souvent que parce que le rapport n'a pas épinglé le gouvernement, ça veut dire que le gouvernement gère très bien les choses. Donc ça devient un quitus pour continuer à laisser la situation aller dans le sens où nous l'observons actuellement. C'est ce qu'il y a à craindre. D'une part, les Nations Unies devraient jouer franc jeu en restant objectifs, mais d'autre part, ils doivent tenir compte du fait que s'ils sont trop dans l'expectative de la neutralité, le gouvernement en place va prendre sa gestion pour acquise et pour bonne. Et nous, en interne, il ne faut pas se leurrer. Les forces politiques et sociales en interne sont neutralisées. C'est donc une équation difficile. Si on veut rentrer dans le jeu de les Nations Unies n'ont jamais joué n'ont jamais joué pour le peuple, on risque de se retrouver dans la situation où ceux qui font commerce avec les puissances et les multinationales pour notre pays vont là-bas dire ils ont été zombifiés, parce que c'est la phrase qu'ils utilisent. La preuve, voyez, ce type croit que vous n'êtes pas objectif. Et ces gens vont réagir sur la base de la faiblesse de notre raisonnement. Donc il faut lui accorder le bénéfice du doute jusqu'à ce que ce rapport vienne à être produit. Okay. Et il faut aussi qu'on ne manque pas de maintenir la même pression en interne. Les forces sociales, les forces politiques doivent continuer de revendiquer, comme nous faisons, un dialogue. Maintenant, la forme du dialogue, cela, on peut trouver. Okay. Mais un dialogue, ça doit être ouvert. Ouais. Il faut que le gouvernement ne reste plus sourd, autiste, comme vous avez dit tout à l'heure, reste sourd aux appels du peuple. Parce que c'est ce peuple-là qui, en dernier ressort, sera soit sous le feu des balles de la communauté internationale, soit sous le feu des balles des forces gouvernementales. Ok. Sur la personne Michelle Bachelet, on sait quand même que, bon, elle est la première dame présidente du Chili entre 2006 et 2010. Son père est mort sous la dictature de Augusto Pinochet, hein, sous la torture, on l'a torturée, elle a dû s'exiler. Et lorsqu'elle dit aujourd'hui que je comprends votre douleur, ça veut dire que son rapport, comment vous imaginez son rapport? Essayez un peu. C'est une dame qui a été touchée, qui comprend ce qui se passe au Cameroun. Serge Alain, 1870 morts, oui, en 2 ans, dans le Nozo. Les Camerounais qui s'entretuent. Pareil de cadavres dans le Grand Nord. Les Camerounais qui sont tués. Est-ce ce que signifie le deuil? Elle sait comment ça fait mal. Elle connaît les joies, elle connaît les douleurs. Et puis de deux, en mondovision, elle a vu les balles
transpercer les corps des Camerounais qui n'ont rien fait. Ça fait mal. Et puis ceux-là qui doivent se plaindre sont venus à sa rencontre, lui dire, ce n'est plus des balles qui étaient des semblants ou bien des... Non, voici la preuve. Elle a pris. Vous avez vu, tous les Camerounais qui l'ont rencontré ont fait chorus pour dire ce qui va arriver dépendra des Camerounais. Quelques opposants que nous avons pu voir à votre écran, tous sont unanimes, c'est aux Camerounais de résoudre leurs problèmes. Parce qu'ils savent que si ça se poursuit, les Camerounais n'auront plus le contrôle. Et puis, comme on dit au quartier, ils n'auront que leurs larmes pour pleurer. C'est de ça qu'il est question. Donc, à ceux, aux turiféraires qui sont aux affaires, qui ne peuvent pas faire machine arrière, qui ne peuvent pas se rappeler que tout être humain est ondoyant et divers, dites-vous que ce qui arrivera, en bien ou en mal, vous porterez ça toute votre vie. C'est de ça qu'il est question. Pascal Fomocon, avant le journal. Juste avant le journal, Serge, j'apprécie vraiment cette dernière intervention parce que... De Maître Nguefa. Oui, vraiment. Je me dis, il est temps que nous comprenions que c'est notre pays, c'est notre chose. Avant toute autre considération, c'est d'abord notre chose. Et il y a des vérités que nous devons considérer. Comme tout à l'heure, quand même, Jonathan a dit un mot qui est très important, que nous tous les 25 millions, nous devons savoir. Imaginez simplement, je prends un exemple, que cette dame a sorti son rapport et en résumé, tout simplement, elle dit le gouvernement n'est pas bon. Ok, merci. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, nous sommes lundi, Cédric Noufélé, au menu ce soir. Vous le savez, nous sommes à 2 semaines de la fête nationale de l'unité. Et comment les Camerounais vivent-ils ce vivre ensemble, le ciment de la cohésion nationale qui se fissure au fil des multiples crises anglophones, des défis sécuritaires et des crises socio-politiques au Cameroun. Des politiques se prononcent ce soir sur ce vivre ensemble. Cette unité nationale au Cameroun est-elle encore perceptible au quotidien? Vous les écouterez dans le journal de 20h. À l'heure où une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies est annoncée sur la situation humanitaire du Cameroun, vous suivrez dans le journal de 20h comment elle cristallise un brin d'espoir chez l'opposition et suscite la méfiance du pouvoir de Yaoundé suite d'éventuelles sanctions qui pourraient être prises à l'encontre des responsables de cette escalade de violence meurtrière. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les enjeux géostratégiques? Et le monde des réponses à suivre ce soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufélé et toute la rédaction vous donnent rendez-vous dans un instant pour le journal de 20h, le premier de la semaine, le premier 20h de la semaine, présenté une fois de plus par Cédric Noufélé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Anglophone, défis sécuritaires, crise économique, exacerbation du tribalisme, discours de haine. Même ceux qui sont dans les rangs du RDPC estiment que le gouvernement doit mesurer l'urgence de trouver des solutions à ces multiples problèmes afin que les Camerounais puissent continuer à vivre ensemble, quelles que soient leurs différences. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, madame, monsieur, toujours en compagnie de maître Augustin Nguefa, Pascal Fomocon, Dzokou Paul et Jonathan Batengene. Jonathan Batengene, dans 15 jours exactement, c'est la fête de l'unité nationale, le 20 mai. Est-ce que elle va ressembler aux autres? Parce qu'on a un véritable problème. On a vu ce qui s'est passé le 11 février dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, où beaucoup de Camerounais de ce côté-là n'ont pas pris véritablement part aux festivités de la 53e édition de la fête de la jeunesse. Ce sera bis repetita pour la fête de l'unité? Nous souhaitons que non, même si le contexte se prête
et que les conditions... Comment faire actuelles... pour que le mot d'ordre, le lockdown, ne puisse pas marcher vraiment? La bataille n'est pas contre le lockdown. La bataille est à l'adhésion. La première mesure serait, sans toutefois se passer pour un donneur de leçons, parce qu'il s'agit bien sûr d'aînés qui ont une expérience administrative avérée et qui comprennent un certain nombre de méandres au prorata des informations qui remontent à leur niveau. La première mesure, en prenant bien sûr toutes les réserves que je viens d'émettre, serait que le gouverneur de la région du Sud-Ouest adopte une attitude compréhensive vis-à-vis des autorités traditionnelles. Il a demandé que ces autorités devraient participer au défilé du 20 mai. Effectivement, ce qui est un défi vis-à-vis de l'autorité traditionnelle. C'est une provocation? Je préfère utiliser le mot défi, dans la mesure où le pouvoir traditionnel représente un pouvoir atemporel et intemporel. C'est un pouvoir qui trouve sa force dans la cosmogonie africaine. Et quand je parle de la cosmogonie, on voit bien sûr un ensemble de forces qui dépassent simplement les forces visibles, temporelles, du monde de l'existant physique. Il devrait bien tenir compte de ce paramètre. Nous sommes des Africains et nous avons notre anthropologie politique qui doit être soumise aux contraintes de la science administrative. Nous ne pouvons pas faire comme si ces forces-là sont juste des suppléants de l'administration. Donc, le gouverneur, ce ne serait pas une faiblesse. Ce serait même plutôt un acte de force. Et surtout, se dominer soi-même, c'est la véritable force. Que de revenir sur l'acte de gouvernement qu'il a pris, en allant vers ses autorités, humblement cette fois-ci, pour susciter leur adhésion volontaire. En ouvrant une discussion, comme on parlait tout à l'heure, de dialogue, qui va permettre à ces chefs de comprendre que le gouverneur ne se érige pas en néocolon, mais plutôt en un frère, un fils d'une autre contrée, qui occupe des fonctions administratives de gestion de la cité et qui, dans cette perspective, souhaite avoir l'adhésion des populations dans le combat pour la restauration de l'unité nationale. Parce que je comprends bien que le motif du gouverneur est aussi légitime. Il veut voir le peuple dont il a la charge de la gestion au jour le jour adhérer au projet d'unité nationale conféré par notre Constitution. Et ça passe par un ultimatum? J'ai bien sûr émis des réserves en disant au départ de mon propos qu'il serait sage pour nous de voir que le gouverneur se retrouve à se dominer soi-même. C'est un acte de gouvernance. Et le gouverneur, quand il a pris, il est la plus haute autorité administrative dans la région. Ce serait se dominer soi-même que de surseoir à ce qu'il a fait et d'engager un nouveau mécanisme pour susciter l'adhésion collective. Donc, le gouverneur devrait le faire. Ça, pour que dans le Sud-Ouest, on ait un sentiment apaisé du point de vue de l'autorité traditionnelle et que les populations ne sentent pas la césure qui semble se dessiner depuis qu'il a pris cet acte de gouvernement. Et de l'autre côté, dans le Nord-Ouest, il faut davantage qu'on retrouve les forces de défense dans une perspective de construction de la véritable défense populaire de notre nation. C'est-à-dire une armée un peu avec laquelle nous défendons notre souveraineté. Cette armée doit être au service de la nation, beaucoup moins se recomporter comme une armée de répression, mais plus comme une armée qui vient pour apporter des solutions dans un contexte précis. C'est ce qu'elle fait au Nord-Ouest? Elle doit discuter avec ces populations. Elle doit davantage chercher l'adhésion de ces populations dans le renseignement. Et elle doit opérer sur la base essentiellement du renseignement en privilégiant les acteurs de ce renseignement
sans toutefois devenir, se comporter comme une armée d'occupation. C'est notre territoire national. Il y a beaucoup de subtilités à prendre pour que cette fête soit belle. Ok, vous imaginez, la fête sera belle dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Sauf, n'est-ce pas, je vais faire la politique de l'autruche. Elle n'ignorera pas. Elle ne sera pas belle. Vous savez, elle ne sera pas belle. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va faire baisser la température. Nous, la position, en fait, n'est-ce pas, du gouverneur de la région du sud-ouest, nous fait comprendre que ce pays a besoin d'une refondation totale. Nous sommes encore dans un contexte colonial. Vous savez, nous avons encore l'administration coloniale. Et c'est d'où l'ensemble des problèmes que connaissent ces régions et que connaît même le Cameroun. Vous comprenez, nous avons un pays qui a cette spécificité, mais qui n'a pas tenu compte de cette spécificité dans son évolution. Dans la période coloniale, l'autorité administrative surpassait l'autorité religieuse, l'autorité traditionnelle. Et quand vous allez dans les autres, quand vous demandez dans un village qui est en crise au chef traditionnel de venir défiler, vous donnez de l'ordre à un chef qui détient un pouvoir atemporel. Vous savez, vous vous mettez à dos tous ces sujets. Vous ne résolvez pas les problèmes, vous les aggravez davantage. Vous en créez même d'autres. Vous savez, la fronde des chefs traditionnels du sud-ouest est ici, vous savez, bon, on va dire abus de l'autorité. L'autorité, depuis le colon, est devenu l'administrateur colonial. On appelait Baba Koumantan, c'est-à-dire qu'un commandant arrivait dans un village, il avait à manger, il avait où dormir, il prenait la plus belle femme du chef, il avait tout ce dont il avait besoin. Le chef devenait son sujet, le chef devenait son obligé. Alors que le chef, depuis la nuit des temps, dans nos contrées, détient un pouvoir détient un pouvoir sur un certain nombre de sujets, qui d'abord respecte ce pouvoir traditionnel et religieux et qui ensuite respecte le pouvoir de l'État. L'État doit savoir faire la part des choses. Et je crois que si l'apaisement, si on enclenche tout de suite un processus d'apaisement, c'est là où je crois que nous parlerons de fête dans ces régions. Ok, toujours en rapport avec la 47e édition, Maître Ngefak, on voit de plus en plus l'exacerbation du tribalisme, des discours haineux. C'est Jalin. Et on parle du vivre ensemble. Peur sur la ville. J'ai lu le professeur Maurice Kamto qui dit que le MRC ne participera pas au défilé du 20 mai. Si nous croyons au rang qu'il a occupé pour les élections, c'est le deuxième parti qui dit que ce sera une mascarade. Tout le monde sait ce qui se passe au sud-ouest. Le gouverneur qui donnait injonction au chef traditionnel de défiler. Je sais que là-bas il existe une réunion, une association des chefs traditionnels, parmi lesquels le Premier ministre en chair fait partie. J'espère que celui-là n'est pas concerné par cet ordre du gouverneur. Je sais que je peux comprendre que cet ordre aussi ne concerne pas le Parlement. Il est chef, le Premier ministre John Gouté, donc il va défiler aussi, lui, John Gouté. Mais la lettre s'adresse au chef traditionnel du Sud-Ouest. Chez mes parents là-bas, je ne sais pas s'il y a exception. Si nous sommes républicains, c'est un texte qui s'applique à tous ceux qui sont les sujets de l'administrateur qui l'est, occupant ce titre. Donc le Premier ministre sera obligé. Il va laisser le défilé il est chef traditionnel. Pour aller défiler au sud-ouest. Le Paramount Chief Moukete, oui. Il est chef traditionnel. Il va défiler aussi. Hein. Moi, ça m'a permis de revoir un peu l'histoire de notre beau pays. Il m'a semblé que avant 1960, avant l'arrivée des Blancs, les différentes contrées au Cameroun, qui forment aujourd'hui le Cameroun, c'était des nations. Nous avions la nation anglaise, nous avions la nation Beti, nous avions la nation Bamileke, nous avions la nation nordiste, où tout le monde avait... Pas la nation anglaise, elle n'existait pas. Bon, la nation sud-ouest et la nation ceci. Non, il y avait les nations. Il y avait les nations. Il y avait les Bakweri, les Bafout, les Basso, et les Bafout sont liés au Banganté, donc il y a encore des liens de parenté là-bas qui se sont construits. Donc il y avait plusieurs nations. C'était juste pour corriger un peu. Merci mon distingué confrère. Dans ces nations, nous n'avions pas des dictateurs. Personne ne pouvait être au-dessus de l'autre parce qu'on avait un sentiment
de vivre ensemble. Nous faisions tout ensemble. Si nous avons accepté de nous mettre ensemble, c'est pour constituer avec ce qui fait notre fierté, ce qui fait notre union, de sorte que nous pouvons aspirer à une nation camerounaise. Aujourd'hui, l'État qui fait venir Mme Bachelet pour apaiser les tensions, mais aux angles de la République, des administrateurs qui s'arrogent le pouvoir de dire qu'ils n'ont pour seule arme de combat, pour seul élément de travail, le marteau ou la force. Je ne sais pas si le président de la République est au courant de tout ce qui se passe. S'il n'est pas au courant, qu'il délègue normalement son pouvoir à son secrétaire général en lui disant: Monsieur le secrétaire général, va voir toi-même ce qui se passe sur le terrain, parce que les différents rapports qui me parviennent, comme dans le cadre de la CAN, ce sont des rapports erronés. Il s'agit de cela. Du moment où la réalité n'est pas transmise au sommet, nous ne vivrons que ce genre de honte. Sauf ceux qui ne connaissent pas le pouvoir d'un chef dans le sud-ouest ou dans le nord-ouest. Est-ce qu'il peut oser demander au sultan Joya, par pareille injonction, de défiler devant lui le 20 mai? Vous parlez du gouverneur de l'Ouest? Du gouverneur de l'Ouest, qui est son semblable. Enseigner au moins quelque chose aux enfants qui peut être retenu, qu'on peut copier. Parce que là, tous les repères sont perdus, selon moi. Merci. Ok, Pascal Fomekon, vous comprenez cette décision-là? Oui, pourquoi? C'est pour montrer quoi? Voir les chefs, l'autorité traditionnelle défiler le 20 mai. Oui, il faut dire, Serge, il faut dire un peu que le gouverneur a intervenu déjà avant cet espoir que nous avons dans notre pays avec l'arrivée de Mme Bachelet. Il faut déjà le dire. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolution parce qu'à son intervention, permettez-moi le terme, avec tout le respect que j'ai pour lui, j'ai trouvé cela maladroit. Maladroit dans le sens que ça ressortait de plein fouet un gouverneur qui n'est pas vraiment, à mon avis, okay, parce que quand vous prenez par exemple l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est tout le monde qui a le droit à la parole. Cela veut dire peut-être que lui déjà, il n'est vraiment pas dans la même symbiose de la réalité qui se vit chez lui, il faut le dire, parce que pour moi, en dehors, et même déjà avec les sous-préfets, les chefs traditionnels, s'ils connaissaient la zone du sud-ouest, ils devraient monter, parler avec eux, avancer avec eux, commander en harmonie avec eux-mêmes. Alors j'ai trouvé cela, déjà le rendre public, c'était maladroit dans le sens qu'il aurait pu les réunir en dehors des réseaux sociaux, en dehors de tout cela, et en discuter avec eux. Alors le rendre public, ça sortait le mot, comme Jonathan l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il a mis le mot de défi. Je crois que c'est le terme vraiment à mettre. Et je dis encore, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que en fait, le gouverneur au sud-ouest, il représente qui? Il représente le président de la République. Alors, cela veut dire aux autochtones, à son peuple de cette région, qu'il dirige, qu'on ne les comprend pas. Parce que déjà, la situation que nous vivons, c'est vrai, après j'ai vu Jonathan rêver, parce que j'appelle ça du rêve, Jonathan. En moins que nous jouons à la politique de l'autruche, qu'est-ce que la fête du 20 mai représente pour le Cameroun? On est un. Est-ce qu'actuellement nous sommes un? Nous sommes en train de justement essayer de résoudre ce problème. Alors, si vous voulez encore revenir sur les pieds et dire, écoutez, je vous commande défiler, vraiment, ça remet encore tout en point d'interrogation. Donc, je dis tout ce que je peux pardonner peut-être au gouverneur, c'est que peut-être on n'avait pas encore sur la ligne de résolution des problèmes l'arrivée de Mme Bachelet. Je considère vraiment comme un point très important. Merci. Bonsoir, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir, Serge. Voilà, 100% football dans un instant, Sylvestre, au menu.
Au menu de cette édition de 100% foot, nous allons parler de la dernière ligne droite qu'entament les Lions indomptables du Cameroun qui devraient être en France au tout début du mois de juin prochain pour prendre part à leur deuxième phase finale d'une Coupe du Monde. Alain Djemfa pour cette dernière ligne droite a convoqué 26 joueuses parmi lesquelles 3 qui arrivent dans la tanière pour la première fois. Nous en parlerons ce soir, tout comme nous allons faire un zoom sur le cas Gaël Deborah Nganamut. Parmi les 26, c'est la seule qui est sans club, mais convoqué par Alain Djemfa pour préparer cette phase finale de la Coupe du Monde. Il faut indiquer que la liste définitive n'est pas encore rendue publique. Après Bancomo, les Lions vont mettre le cap sur Madrid en Espagne. C'est de là qu'elles partiront pour se retrouver en France pour cette phase finale de la Coupe du Monde, dont la liste définitive sortira dans quelques semaines du côté de Madrid en Espagne. Nous reviendrons sur la polémique dans le championnat de football professionnel du Cameroun, le cas de l'Union sportive de Douala, condamnée par la commission d'homologation des disciplines de la LFPC à disputer les playoffs pour assurer son maintien dans le championnat de Ligue 1. Franck Capi, le PCA du club Milan de supporters, s'en défend. Il dit qu'il y a une cabale orchestrée depuis le début contre l'Union sportive de Douala. La parole aux différents acteurs ce soir dans le cadre de cette édition de 100% foot, au cours de laquelle nous parlerons aussi de ces jeunes lions. Ils n'ont pas encore 17 ans, mais ils ont déjà été élevés au grade de commandeur du mérite sportif. Ce sont les vainqueurs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Ils ont été décorés vendredi dernier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté au nom du chef de l'État à Paul Biya. Les Lions indomptables du Cameroun devront également aller défendre leur titre dans les prochaines semaines du côté de l'Égypte lors de la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà l'essentiel du menu de cette édition ce soir que nous piloterons avec nos invités. Il s'agit de 2 anciens arbitres internationaux de football. Vous comprenez que les hommes en noir sont souvent pointés du doigt, surtout dans notre championnat, accusés de tripatouillage de toutes sortes, de vente de matchs, de tripatouillage de matchs. De quoi en est-il? Ils donneront la réponse sur le plateau 100% foot dans quelques instants. Sébastien Paul-Zangao, pourquoi les U17 n'ont pas été reçus par le président de la République? Eh bien, je serais sorcier si je répondais à cette question. Paul Biya a tout simplement décidé de faire décorer ces héros de la CAN tanzanienne par le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. En 2003, alors que cette même catégorie de footballeurs camerounais remportait la première Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, ils avaient été reçus personnellement par Paul Biya. Un peu plus de 15 ans après, Paul Biya n'a plus le temps de les recevoir. Il est à côté au Premier ministre chef du gouvernement, mais tu est-il que ça rentrera dans l'histoire? Ils sont faits commandeurs du mérite sportif camerounais. Chef traditionnel dans le sud-ouest, Premier ministre Dion Ngouté. Merci Sylvestre Hippolyte-Zangao, c'est dans un instant pour 100% football. On va terminer avec vous, cher monsieur, juste un mot sur... vous imaginez qu'est-ce qu'elle peut mettre dans son rapport, le rapport Bachelet, après sa visite au Cameroun? 30 secondes, on fait un dernier tour, puis on s'en va. Maître Nguefa, je commence avec vous. Ce ne sera pas facile pour moi de sonder la vision de parce qu'il est attendu, hein, ce rapport. Le rapport, ce n'est qu'une conjonction de vocabulaire. Oui. Ce qui intéresse le Camerounais, c'est ce que nous ferons avec ce rapport. Ok. Voilà. Merci. Pascal Fomokan, et vous? Je dirais, Serge, le rapport Bachelet. Nous avons beaucoup d'espoir. Et l'essentiel, c'est pas le rapport, c'est en fait mettre en pratique le rapport. Parce que nous avons eu beaucoup de choses. Nous savons par exemple nos problèmes. Et nous avons eu comme à la réunion tripartite, par exemple, ce qui est sorti, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on pourra les mettre en application? Mais je crois que les Camerounais, nous devons garder grand espoir pour ce rapport. On l'attend. Je voudrais qu'elle-même le sache. Et comme c'est pas elle seule, parce qu'en fait, elle ne fait que patronner une série de beaucoup de rencontres où il y a beaucoup d'intérêts qui sont sur la table, que eux-mêmes sachent au niveau des droits de l'homme que nous attendons fortement ce rapport au Cameroun. Donc, Paul. Je pense, comme je l'ai dit, moi je crois que c'est que les gens doivent savoir, dans ma prise de position, j'interpelle à la fois le gouvernement et que autant que tous les Camerounais. La venue de Michel Bachelet doit interpeller les Camerounais sur un certain nombre d'éléments fondamentaux. C'est un point qui doit nous permettre de nous remettre en question. Le gouvernement doit comprendre qu'aujourd'hui, le fait pour Michel Bachelet de dire « j'ai compris votre douleur »,
démontre, c'est-à-dire oriente déjà le rapport vers une destination bien, vers un point bien défini. Le gouvernement doit comprendre aujourd'hui qu'il est temps de libéraliser les choses. Il est temps de se ressaisir. C'est pourquoi je pose la question. Il est temps de se Si à partir de ce qu'elle dit, pas différent de je ce qu'elle a dit. comprends votre douleur. Il ne sera pas du tout différent de ce qu'elle a dit. Okay. Et nous courons le risque de voir l'ONU intervenir directement au Cameroun, et je ne suis pas convaincu que ce sera pour l'intérêt de tous les Camerounais. Jonathan. Le rapport de Mme Bachelet aura effectivement la couleur de ses propos. Ça va traduire l'ambiance qu'elle a eue dans la salle, c'est-à-dire beaucoup de Camerounais qui appellent de tous leurs voeux un plus grand respect des libertés fondamentales. Le rapport de Mme Bachelet sera une énième interpellation au gouvernement. Le rapport de Mme Bachelet, loin d'être lu comme une ingérence, devrait plutôt servir de boussole à nos dirigeants pour enfin commencer à prendre des décisions qui tiennent compte du peuple. Ok. Merci, Maître Ngueffar, d'être venu une fois de plus. Merci Serge Alain, merci à tous les téléspectateurs. Voilà, merci Pascal Pomocon, voilà, merci Jonathan, oui, merci Doku. Merci à tous les téléspectateurs. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine et qu'il en soit rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour la deuxième édition, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Ankapa.